Quand Léa avait 5 ans, son rire résonnait dans chaque recoin du manoir. Elle courait dans les jardins, poursuivant les papillons, serrait sa mère dans ses bras chaque matin au réveil. Et sa voix, chantant des comptines enfantines, était la plus belle mélodie qu'Antoine ait jamais entendue de sa vie. Ses jours semblaient éternels, remplis de lumière, et d'un bonheur que personne n'aurait imaginé pouvoir prendre fin. Mais la vie a des manières cruelles de changer les choses. Un accident de voiture a emporté Camille, la mère de Léa, un soir de novembre. Antoine fut dévasté. Léa, avec à peine 5 ans, ne comprenait pas pourquoi sa maman ne revenait pas à la maison. Elle le demandait tous les jours. Chaque réponse qu'Antoine essayait de donner restait coincée dans sa gorge. Les mois qui suivirent furent les plus sombres que ce manoir ait jamais connus. Antoine se réfugia dans le travail. Il passait 14, 15 heures au bureau. Il ne savait pas comment regarder Léa sans voir les yeux de Camille reflétés en elle. La douleur était trop grande, la culpabilité insupportable. C'était lui qui avait insisté pour que Camille aille chercher ce colis. S'il avait attendu un jour de plus, s'il avait envoyé quelqu'un d'autre, s'il avait... Les si le détruisaient. Léa, pendant ce temps, se retrouvait de plus en plus seule. Les nounous allaient et venaient. Aucune ne restait plus de 2 mois. Antoine les embauchait, payait des salaires généreux. Mais il n'était jamais là pour superviser, pour voir si sa fille était bien soignée, pour remarquer les changements subtils qui se produisaient chez cet enfant qui riait tout le temps auparavant. C'est alors qu'apparut Bérénice. Il l'a rencontrée lors d'un dîner d'affaires. Elle était l'assistante de l'un de ses associés, 34 ans, élégante, sophistiquée, avec un sourire qui semblait comprendre exactement ce qu'Antoine avait besoin d'entendre. Elle lui a dit les mots justes au bon moment. Elle lui a fait sentir que la douleur pouvait prendre fin, que la solitude n'avait pas à être permanente. Antoine, vulnérable et désespéré de ressentir autre chose que de la douleur, tomba amoureux, ou du moins, crut-il l'être. 4 mois après leur première rencontre, ils se marièrent. Ce fut un petit mariage, intime, seulement les proches. Léa était la demoiselle d'honneur. Elle a marché dans l'allée avec sa robe rose, lançant des pétales. Mais ses yeux ne brillaient pas comme ils auraient dû. Antoine ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à regarder Bérénice. Ce que personne ne savait, ce qu'Antoine n'aurait jamais imaginé, c'est que Bérénice ne l'aimait pas. Bérénice aimait son argent, elle aimait le manoir, elle aimait les voitures de luxe, les cartes de crédit sans limite, les voyages en première classe. Elle aimait tout ce qu'Antoine pouvait lui donner, tout, sauf une chose, Léa. Pour Bérénice, cet enfant de 6 ans était un obstacle, un rappel constant qu'Antoine avait aimé une autre femme auparavant, un fardeau qui demandait de l'attention, qui pleurait la nuit en appelant sa maman, qui la regardait avec ses grands yeux remplis de méfiance. Bérénice haïssait ce regard. Et quand Bérénice haïssait quelque chose, elle trouvait le moyen de le détruire. Tout a commencé de manière subtile, tellement subtile que personne ne l'a remarqué. Bérénice a renvoyé la dernière nounou que Léa avait appris à aimer. Elle a dit à Antoine qu'elle avait trouvé l'employé en train de voler des bijoux. C'était un mensonge. Mais Antoine l'a cru. Il la croyait, toujours, à sa place. Bérénice a embauché Chloé, une jeune femme de 28 ans qui se trouvait être la cousine éloignée d'une de ses amies. Chloé comprenait parfaitement ce que Bérénice attendait d'elle. Surveiller Léa, la tenir éloignée d'Antoine et rapporter chaque mouvement de l'enfant. Léa a commencé à changer. La petite fille qui courait autrefois dans les jardins marche maintenant collée au mur, comme si elle voulait se rendre invisible. La petite fille qui chantait des chansons parle à peine maintenant. Et la petite fille qui dormait paisiblement toute la nuit se réveille maintenant en criant, trempée de sueur, appelant sa maman. Les employés du manoir le remarquaient, mais personne ne disait rien. Dans des maisons comme celle-là, on apprend à ne pas se mêler des affaires de famille. Les riches ont leurs propres règles, leur propre façon de gérer les choses. Et les employés qui durent sont ceux qui apprennent à voir sans regarder, à écouter sans entendre, à travailler sans poser de questions. C'est ainsi qu'ils avaient tous survécu.
C'est ainsi qu'il prévoyait de continuer à survivre, jusqu'à l'arrivée de Fatima. Fatima avait 64 ans lorsqu'elle a répondu à l'annonce. Il cherchait une employée de maison pour le nettoyage général, 5 jours par semaine, horaire de 8 à 5. Le salaire était bon, meilleur que ce qu'elle avait gagné lors de ses 3 derniers emplois. Et après la fermeture de l'usine textile, où elle avait travaillé pendant 15 ans, Fatima avait besoin d'argent. L'entretien s'est déroulé avec Bérénice. Fatima est arrivée à l'heure, vêtue de ses plus beaux vêtements, qui n'étaient pas nombreux mais propres et repassés. Bérénice l'a regardée de haut en bas, l'évaluant comme on évalue un meuble. Fatima était une femme noire, à la peau foncée comme la nuit sans lune. Elle était ronde, avec des hanches larges et des bras épais à force d'années de dur labeur. Ses cheveux étaient courts, gris, collés au crâne. Ses yeux, marrons et profonds, avaient ce regard de quelqu'un qui a trop vu de la vie. Bérénice a vu exactement ce qu'elle voulait voir. Une femme invisible, une employée que personne ne remarquerait. Quelqu'un qui ferait son travail, encaisserait son salaire et ne causerait pas de problème. Parfaite. Elle l'a embauchée sur le champ, ce que Bérénice n'a pas vu, ce qu'elle ne pouvait pas voir parce qu'elle n'avait jamais appris à regarder au-delà des apparences, c'est que Fatima était bien plus qu'une simple femme de ménage. Fatima avait élevé 4 enfants dans une cité où l'eau arrivait 2 fois par semaine et l'électricité était un luxe. Elle avait travaillé depuis l'âge de 11 ans, d'abord en vendant des bonbons dans la rue, puis en nettoyant des maisons, puis à l'usine. Elle avait enterré un mari et une fille. Elle avait survécu à des choses qui brisent la plupart des gens. Et à un moment donné de cette vie dure, Fatima avait développé un instinct. Un 6e sens pour détecter quand quelque chose n'allait pas, quand quelqu'un souffrait en silence, quand le danger se cachait derrière des sourires faux. Sa plus jeune fille, Luciana, était décédée à l'âge de 19 ans. Un petit ami violent. Fatima avait remarqué les signes trop tard, les ecchymoses que Luciana expliquait comme des accidents, la peur dans ses yeux quand le téléphone sonnait, la façon dont elle sursautait quand quelqu'un élevait la voix. Fatima s'était jurée de ne plus jamais ignorer ces signes, de ne plus jamais détourner le regard quand une enfant était en danger, même si ce n'était pas sa fille, même si ce n'était pas sa famille, même si ce n'était qu'une inconnue. Le premier jour de travail. Fatima est arrivée à 7h45. Elle voulait connaître le manoir avant de commencer. Il était énorme, trop grand pour une famille de 3 personnes. Des pièces vides que personne n'utilisait. Des salons qui ressemblaient à des magazines, mais qui sentaient la solitude. Une cuisine industrielle où l'on ne préparait des dîners que pour 2, parce que la petite, disait-on, mangeait dans sa chambre. Ce fut la première chose que Fatima remarqua. Une enfant de 6 ans qui mangeait seule dans sa chambre. Étrange tout de même. La deuxième chose qu'elle remarqua, ce fut Léa. La fillette descendait les escaliers à 8h15, encore en pyjama. Chloé la suivait de près, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Léa marchait vers la cuisine sans regarder personne, la tête baissée, les épaules voûtées, comme si elle portait un poids invisible. Fatima la salua. « Bonjour ma petite princesse », dit-elle de sa voix douce, la même qu'elle utilisait avec ses petits-enfants. « Qu'il est mignon ton pyjama avec des petits lapins !» Léa leva les yeux pour la première fois, et Fatima vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des yeux vides, sans éclat, sans vie. Des yeux qui n'appartenaient pas à une enfant de 6 ans. Des yeux qui avaient vu quelque chose qu'aucune petite fille ne devrait voir. Léa ne répondit pas au salut. Elle baissa de nouveau les yeux et continua à marcher vers la cuisine. Chloé la poussa doucement dans le dos, comme pour la dépêcher. Ce fut le 2e signe. Le 3e survint 1 heure plus tard. Fatima nettoyait le couloir du 2e étage quand elle entendit un bruit. Doux, presque imperceptible. Il venait de la chambre de Léa. Elle s'approcha avec précaution, sans faire de bruit. C'étaient des pleurs. Léa était assise sur le plancher de sa chambre, serrant un vieil ours en peluche, pleurant en silence. Ce n'était pas un chagrin normal d'enfant, avec des sanglots forts et des larmes exagérées. C'était un chagrin contenu, maîtrisé, le chagrin de quelqu'un qui a appris à pleurer sans faire de bruit. Fatima sentit son cœur se briser. Elle connaissait ses pleurs.
Elle les avait déjà entendus, dans les foyers pour femmes où elle avait travaillé comme bénévole, dans les maisons où elle avait nettoyé et où elle avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. C'était le chagrin de quelqu'un qui a peur d'être entendu. Elle voulut entrer. Elle voulut serrer cette petite fille dans ses bras et lui dire que tout irait bien. Mais quelque chose la retint. Un instinct. Une voix intérieure qui lui dit qu'elle devait être prudente, qu'elle devait observer davantage avant d'agir, parce que dans des maisons comme ça, accuser sans preuve, c'était comme signer son propre arrêt de mort. Fatima continua à nettoyer, mais ses yeux commencèrent à voir, ses oreilles commencèrent à écouter, et son esprit commença à assembler les pièces d'un puzzle que personne d'autre ne semblait remarquer. Pendant les semaines qui suivirent, Fatima observa. Elle observa comment Léa se tendait chaque fois qu'elle entendait les talons de Bérénice s'approcher, comment tout son corps se raidissait, comme un petit animal qui sent le prédateur près de lui. Elle observa comment Léa refusait la nourriture que Bérénice lui préparait. Pas toute la nourriture, seulement celle qui venait des mains de sa belle-mère. Quand le cuisinier préparait quelque chose, Léa mangeait sans problème. Mais si Bérénice lui approchait un plat, Léa le regardait avec terreur. Elle observa comment Chloé était toujours là, à surveiller, à bloquer. Chaque fois que Fatima essayait de s'approcher de Léa, Chloé apparaissait de nulle part avec une excuse pour emmener la fillette. Et elle observa comment Antoine ne voyait rien de tout cela. Antoine partait à 7 heures du matin et rentrait à 9 heures du soir, parfois plus tard, les week-ends. Bérénice le convainquait d'aller à une fête, à un événement mondain, à un voyage de dernière minute. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours une raison de le tenir éloigné de sa fille. C'en est quand Antoine était à la maison. Bérénice se transformait. Elle devenait l'épouse parfaite, la belle-mère aimante. Elle parlait à Léa avec douceur, lui caressait les cheveux, lui demandait comment s'était passée sa journée. Tout était joué. Tout était faux. Mais Antoine, aveuglé par son propre besoin de croire qu'il avait pris la bonne décision, ne voyait pas le mensonge. Fatima, elle, le voyait. Elle voyait comment les yeux de Bérénice devenaient froids quand Antoine ne regardait pas. Elle voyait le sourire qui s'effaçait au moment où il se retournait. Elle voyait les mains qui caressaient les cheveux de Léa avec trop de force, tirant subtilement, causant de la douleur sans laisser de marque. Et elle voyait la terreur dans les yeux de Léa, cette terreur silencieuse, profonde, qu'aucune petite fille ne devrait connaître. 1 mois après avoir commencé à travailler dans le manoir, Fatima trouva quelque chose qui la fit prendre une décision. Elle vidait les poubelles des chambres, comme elle le faisait tous les jeudis. Quand elle arriva à la chambre de Léa, elle remarqua quelque chose au fond de la poubelle. Des papiers froissés, des dessins. Elle les sortit avec précaution, un par un. Le premier était un dessin d'une maison, une grande maison avec beaucoup de fenêtres. Mais toutes les fenêtres étaient peintes en noir, et sur la porte il y avait une silhouette avec une robe rouge et des yeux énormes, rouges aussi, comme ceux d'un monstre. Le deuxième dessin était celui d'une petite fille. Elle était seule, dans un coin, peinte entièrement en gris. Elle n'avait pas de bouche, seulement des yeux, grands et tristes, avec des larmes bleues qui coulaient. Le troisième était le pire. C'était un dessin d'une main, une grande main, avec des ongles peints en rouge. Et sous la main, un mot écrit avec la calligraphie tremblante d'une enfant de 6 ans. « Taise-toi ». Fatima regarda ce dessin pendant plusieurs minutes. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle connaissait ces dessins. Elle les avait vus dans des documentaires sur la maltraitance infantile. Elle les avait vus sur les affiches des foyers où elle avait travaillé. C'étaient les signes, les preuves que les adultes ignorent parce qu'il est plus facile de ne pas voir. Elle rangea les dessins dans son sac. Elle les cacha parmi ses affaires personnelles. Personne ne les chercherait là. Personne ne fouillait dans les affaires de la femme de ménage. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Fatima regarda les dessins sous la lumière de sa lampe. Elle pleura en silence, comme Léa pleurait. Elle pleura pour cette petite fille qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle aimait déjà. Elle pleura pour Luciana, sa fille qu'elle n'avait pas pu sauver. Elle pleura pour toutes les petites filles
qui souffrent en silence pendant que le monde regarde ailleurs. Et alors, elle prit une décision. Elle allait découvrir la vérité. Elle allait protéger Léa, coûte que coûte, mais elle devait être intelligente. Elle devait réunir des preuves. Elle devait trouver le moyen qu'Antoine voie ce qui se passait sous son propre toit, avec sa propre fille. Pendant qu'il regardait ailleurs, ce ne serait pas facile. Fatima le savait. Bérénice était astucieuse. Chloé était son ombre. Et Antoine était si aveugle qu'il défendrait probablement sa femme jusqu'au bout. Mais Fatima avait survécu à des choses pires. Elle avait affronté des hommes violents, des patrons abusifs, un système qui la traitait comme si elle était invisible. Et elle avait gagné, pas toujours, mais suffisamment de fois pour savoir que la bataille n'était pas perdue tant qu'on n'arrêtait pas de se battre. Et Fatima ne pensait pas arrêter de se battre. Pas pour cette petite fille, pas cette fois. Les semaines suivantes, Fatima se transforma en une détective silencieuse. Elle commença à arriver plus tôt, quand Bérénice dormait encore. Elle nettoyait les couloirs près de la chambre de Léa, écoutant, toujours à l'écoute. Un matin, à 6h45, j'entends des voix. C'était Bérénice. Elle parlait au téléphone dans sa chambre. La porte était entr'ouverte. « Non, je ne vais pas tenir beaucoup plus longtemps », disait Bérénice avec sa vraie voix, celle qu'elle n'utilisait jamais devant Antoine. « Cette gamine me tape sur les nerfs. Si elle pleure encore une fois quand Antoine est là, je jure que... » Fatima n'entendit pas le reste. Chloé apparut dans le couloir, et Fatima dut faire semblant de nettoyer une tache inexistante sur le mur. Mais elle avait entendu suffisamment. Gamine. C'était le mot que Bérénice utilisait pour parler de Léa quand Antoine n'était pas là. Fatima commença à tout noter dans un vieux cahier. Date, heure, phrase, comportement, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait. Chaque petit détail qui pourrait servir de preuve. Elle nota que Léa tremblait quand Bérénice entrait dans une pièce. Elle nota que Léa arrêtait de manger quand Bérénice la regardait fixement. Elle nota que Léa faisait des cauchemars toutes les nuits, des cauchemars qui la faisaient crier le nom de sa mère. Et elle nota quelque chose qui la fit trembler de rage. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la salle de bain du 2e étage, elle entendit Léa parler seule dans sa chambre. Fatima s'approcha de la porte, qui était entr'ouverte. Léa était assise sur son lit, serrant une photo de sa mère dans ses bras, et elle lui parlait comme si elle pouvait l'entendre. « Maman, tu me manques tellement. Bérénice dit que si je raconte quelque chose à papa, il va m'envoyer loin. Elle dit que personne n'aime les petites filles pleurnichardes, que c'est pour ça que tu es partie, parce que je pleurais beaucoup et que tu en as eu marre de moi. » Fatima dut se couvrir la bouche pour ne pas sangloter. Bérénice avait dit à une enfant de 6 ans que sa mère était morte parce qu'elle pleurait trop. Elle lui avait fait croire que c'était de sa faute, que c'était une punition. Ce n'était pas seulement de la maltraitance, c'était de la torture psychologique. C'était détruire l'âme d'une enfant pièce par pièce. Fatima sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Une rage froide, calculée, qui ne l'aveuglait pas mais qui la faisait penser avec plus de clarté. Une détermination d'acier qui lui dit exactement ce qu'elle devait faire. Elle allait détruire Bérénice. Elle allait la dénoncer. Elle allait la faire payer pour chaque larme que Léa avait versée. Mais d'abord, elle avait besoin de preuves que personne ne pourrait nier. L'opportunité se présenta 2 semaines plus tard. C'était un vendredi après-midi. Bérénice était allée dans un spa avec ses amis, comme elle le faisait tous les vendredis. Chloé avait demandé la permission d'aller à la banque. Antoine était au travail, comme toujours, pour la première fois depuis que Fatima avait commencé à travailler dans le manoir. Léa était seule. Fatima monta au 2e étage avec son chariot de nettoyage. Elle se dirigea vers la chambre de Léa et frappa doucement à la porte. « Bonjour, petite », dit-elle d'une voix douce. « Je suis Fatima, la dame qui t'a salué l'autre jour. Je peux entrer ?» Silence. Fatima attendit. Elle n'allait rien forcer. Elle savait que gagner la confiance d'une enfant effrayée prenait du temps. Temps et patience. « Je suis là, dehors », dit Fatima en s'asseyant sur le sol près de la porte. « Si tu veux parler, je suis là. Et si tu ne veux pas, c'est bien aussi. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seule. »
Plusieurs minutes passèrent. Fatima commença à fredonner une chanson. Une chanson de berceau que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Une mélodie douce, ancienne, pleine d'amour. La porte s'ouvrit un peu. Un œil apparut dans l'entrebâillement. Un œil marron, encore humide de larmes. « Tu chantes bien », dit Léa d'une voix à peine audible. Fatima sourit. « C'est ma maman qui me l'a apprise. Elle disait que les chansons ont de la magie, qu'elles peuvent chasser les peurs. » Léa ouvrit la porte un peu plus. Ma maman aussi chantait, avant. Fatima acquiesça doucement. « Tu veux me parler d'elle » Léa hésita. Elle regarda vers les escaliers, vérifiant que personne ne venait. Puis elle ouvrit la porte complètement et fit signe à Fatima d'entrer. La chambre de Léa était grande, pleine de jouets chers qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Il y avait un lit immense avec des draps roses, un bureau avec des crayons éparpillés, et au mur, des photos de Léa avec sa mère, des photos de jours heureux, des jours qui n'existaient plus. Léa s'assit sur son lit et serra son ours en peluche dans ses bras. Fatima s'assit sur le sol, face à elle, pour être à son niveau. « Comment il s'appelle ton ours ?» demanda Fatima. « Tito. Ma maman me l'a donné quand je suis née. Il est très beau. On voit que tu en prends bien soin. » Léa acquiesça. Ses yeux se remplirent de larmes. « Bérénice dit que je dois le jeter. Elle dit que je suis trop grande pour les ours en peluche. Elle dit que les filles qui ont des ours sont des bébés pleurnichards. » Fatima sentit sa poitrine se serrer de rage, mais elle garda son expression tranquille. « Tu sais quoi? J'ai 64 ans et je garde encore une poupée que ma mère m'a donnée. Je l'ai chez moi, dans ma chambre, et je n'ai pas honte. » Léa la regarda avec surprise. « Pour de vrai? » »« Pour de vrai. Les choses que nous donnent les personnes que nous aimons sont des trésors, peu importe notre âge. Nous ne devons jamais les jeter. » Léa serra Tito plus fort contre elle. « Ah, Bérénice ne comprend pas ça. Bérénice ne comprend rien. » Fatima se rapprocha un peu plus. « Léa, je peux te demander quelque chose ?» La fillette acquiesça. « Pourquoi tu pleures autant ?» Léa baissa les yeux. Ses petites mains serrèrent le pelage de Tito jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Je ne peux pas le dire. »« Pourquoi pas ? Parce que si je le dis, il arrive de mauvaises choses. »« Quelles mauvaises choses ?» Léa secoua la tête. « Je ne peux pas. Bérénice a dit, elle a dit que si je raconte, mon papa va m'envoyer dans un endroit où les méchants enfants vont, et je ne reverrai plus personne. » Fatima sentit son cœur se briser en morceaux. « Léa, regarde-moi. » La fillette leva les yeux. « Ton papa t'aime. Il ne t'enverrait jamais nulle part. Ce que Bérénice t'a dit est un mensonge. Bérénice dit que mon papa la croit plus, que je ne suis qu'une enfant et que personne ne croit les enfants. » Fatima tendit sa main et la posa doucement sur celle de Léa. « Moi, je te crois. Et je vais faire en sorte que ton papa te croie aussi. Je te le promets. » Léa la regarda avec des yeux pleins d'espoir et de peur en même temps. « Tu ne peux pas. Bérénice est très maligne. Elle gagne toujours. Ce ne sont pas toujours les malins qui gagnent, » dit Fatima d'une voix ferme. « Parfois, ce sont ceux qui ont la vérité de leur côté qui gagnent. Et la vérité est de ton côté, petite. » Léa ne dit rien. Mais pour la première fois depuis que Fatima l'avait rencontrée, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Un petit éclat, une étincelle d'espoir. Fatima savait qu'elle devait agir avec prudence. Si Bérénice apprenait cette conversation, les choses pourraient empirer pour Léa. Mais elle savait aussi qu'elle avait réussi quelque chose d'important. Elle avait établi le contact. Elle avait planté une graine de confiance. Maintenant, elle devait l'arroser. Pendant les jours suivants, Fatima chercha des moments pour être proche de Léa sans éveiller les soupçons. Quand Chloé était distraite, Fatima souriait à la fillette. Elle lui laissait de petits mots avec des dessins de cœur cachés parmi ses jouets. Elle fredonnait des chansons quand elle passait dans le couloir près de sa chambre, et Léa commença à répondre. D'abord, ce furent des regards, de petits sourires fugaces. Ensuite, des gestes. Un signe de la main quand personne ne regardait. Un petit rire étouffé quand Fatima faisait une grimace amusante. Et finalement, des mots. Un après-midi,
Léa descendit dans la cuisine pendant que Fatima nettoyait. Chloé était allée aux toilettes. Elle n'avait en que quelques minutes. « Tante Fatima, » murmura Léa, « je dois te montrer quelque chose. »« Quoi donc, ma petite chérie ?» Léa sortit quelque chose de sa poche. C'était un petit carnet, de la taille de la paume de sa main. « Ici, j'écris tout ce que Bérénice me dit, tout ce qui est mauvais. J'ai commencé parce que tu as dit que la vérité comptait. Et je veux que tu saches la vérité. » Fatima prit le carnet, les mains tremblantes. Les pages étaient remplies de phrases écrites de l'écriture enfantine de Léa. Certains mots étaient mal orthographiés, mais le message était clair. Bérénice a dit que je suis un fardeau. Bérénice a dit qu'elle aurait préféré que je meure à la place de maman. Bérénice m'a pincé, mais elle n'a pas laissé de marque. Bérénice a dit que si je pleure, papa ne m'aimera pas. Fatima sentit la bile lui monter à la gorge. Léa, c'est très important. Est-ce que je peux le garder? Léa acquiesça. Moi, mais ne laisse pas Bérénice le voir. Si elle le voit, elle va me punir. Personne ne verra ça, mais à part les personnes qui vont t'aider, je te le promets. Léa entendit des pas s'approcher. Chloé revenait. Je dois y aller, dit Léa rapidement. Mais il y a plus. Il y a quelque chose dans la chambre de Bérénice. Quelque chose qu'elle cache. Quelque chose de mauvais. Quoi donc? Je ne sais pas ce que c'est, mais elle le garde dans une boîte dans son placard. Elle la ferme toujours à clé. Une fois, je l'ai vue l'ouvrir, et il y avait des papiers et une petite bouteille à l'intérieur. Avant que Fatima ne puisse demander plus, Léa courut vers l'escalier. Chloé entra dans la cuisine une seconde après. « Que faisait cet enfant ici ?» demanda-t-elle avec suspicion. « Elle était venue chercher de l'eau, » mentit Fatima sans perdre son calme. « Elle est déjà partie. » Chloé la regarda avec méfiance, mais ne dit rien. Fatima rangea le carnet de Léa dans son tablier et continua à nettoyer. Son esprit travaillait à toute vitesse. Une boîte fermée à clé, des papiers, une petite bouteille. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, cette nuit-là? Fatima ne parvint pas à dormir. Elle était assise sur son lit, lisant le carnet de Léa encore et encore. Chaque phrase la faisait pleurer. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur. Bérénice était un monstre. C'était clair. Mais savoir que c'était un monstre et le prouver étaient deux choses différentes. Le carnet était important. Mais un bon avocat pourrait dire que Léa avait tout inventé. Que c'était une enfant jalouse de la nouvelle femme de son père. Qu'elle mentait pour attirer l'attention. Fatima avait besoin de plus. Elle avait besoin de savoir ce qu'il y avait dans cette boîte. Le lendemain, Fatima arriva au manoir avec un plan. Elle savait que le vendredi, Bérénice allait au spa. Elle savait que Chloé demandait la permission de partir plus tôt. Et elle savait qu'Antoine n'arrivait jamais avant 9 heures du soir. Elle avait une fenêtre de temps, petite, mais suffisante. Le vendredi arriva. Bérénice sortit à 14 heures, parfumée et souriante, sans se douter de rien. Chloé partit à 15 heures, après avoir laissé Léa regarder la télévision dans le salon. Antoine appela pour prévenir qu'il arriverait tard, comme toujours. Fatima regarda Léa. « Ma petite puce, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. J'ai besoin que tu restes ici, à regarder la télévision. Et si tu entends quelqu'un arriver, j'ai besoin que tu tousses très fort. Tu peux faire ça ?» Léa la regarda avec de grands yeux. « Tu vas chercher la boîte ?» Fatima acquiesça. « Ça peut être dangereux. Tante Fatima, si Bérénice t'attrape, elle ne m'attrapera pas. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu es ma gardienne. D'accord. » Léa acquiesça solennellement. « Je vais tousser très très fort. Bérénice ne t'attrapera pas. » Fatima monta les escaliers, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. La chambre de Bérénice et Antoine était la plus grande du manoir. Fatima l'avait nettoyée des dizaines de fois. Elle connaissait chaque recoin, chaque meuble, chaque espace. Elle alla directement au placard de Bérénice. C'était un dressing énorme, rempli de vêtements de créateurs, de chaussures de marque, de sacs à main qui coûtaient plus que ce que Fatima gagnait en une année. Mais Fatima n'était pas là pour admirer le luxe. Elle cherchait quelque chose. La boîte. Elle la trouva sur l'étagère la plus haute.
cachée derrière des boîtes à chaussures. C'était une boîte en métal, de la taille d'une boîte à chaussures, avec un petit cadenas. Fatima la descendit avec précaution. Le cadenas était simple, de ceux bon marché qu'on vend dans n'importe quelle quincaillerie. Fatima avait ouvert des cadenas comme ça auparavant, dans une autre vie. Quand son mari rentrait ivre et perdait les clés, elle sortit une épingle à cheveux de sa chevelure et travailla sur le cadenas. 30 secondes plus tard, il s'ouvrit. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la glaça le sang. Il y avait plusieurs enveloppes contenant des documents. Fatima les ouvrit une par une. La première contenait le testament original de Camille, la mère de Léa. Fatima le lut rapidement. Camille avait laissé une clause spécifique si quelque chose lui arrivait. L'argent de sa famille. Une fortune qu'Antoine ne savait même pas qu'elle existait, passerait directement à Léa, pas à Antoine, à Léa. Bérénice savait ça. C'est pour ça qu'elle détestait Léa. Parce que tant que Léa existerait, Bérénice ne pourrait jamais toucher cet argent. La deuxième enveloppe contenait des reçus d'une pharmacie. Des reçus pour des médicaments que Fatima ne reconnaissait pas. Mais il y avait un mot qui lui semblait familier. Sédative. La troisième enveloppe était la pire. C'était une lettre écrite à la main. L'écriture était celle de Bérénice. Fatima la lut avec une horreur croissante. La lettre était adressée à quelqu'un appelé Marc. Dans cette lettre, Bérénice parlait de son plan. Elle disait qu'elle en avait marre d'attendre, que Léa était un problème qui devait disparaître, que les sédatifs fonctionnaient, que la fillette dormait de plus en plus, qu'elle allait bientôt avoir besoin d'une hospitalisation psychiatrique, et une fois que Léa serait enfermée dans un asile, Bérénice pourrait convaincre Antoine que la garde passe aux mains de l'État. Et alors, l'argent de Camille se retrouverait sans héritier direct. Et alors, Antoine serait le seul propriétaire. Et alors, Bérénice aurait tout. Fatima dut se tenir à l'étagère pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement de la maltraitance psychologique. Bérénice droguait Léa. Elle essayait de la faire passer pour folle pour l'enfermer dans un asile. Elle prévoyait de voler l'héritage d'une fillette de 6 ans. C'était un crime. C'était une tentative d'assassinat dissimulée. Fatima prit des photos de chaque document avec son vieux téléphone. Elle prit des photos de la bouteille de sédatif, qui était effectivement dans la boîte, à moitié vide. Elle prit des photos de la lettre. Elle prit des photos de tout. Puis, les mains tremblantes, elle remit tout à sa place, referma la boîte, la remit sur l'étagère, sortit de la pièce. Léa descendit l'escalier, les jambes tremblantes. Sophia l'attendait dans le salon. « As-tu trouvé quelque chose ?» Fatima acquiesça. « Oui, ma petite, j'ai trouvé la vérité. Et maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde la voie. » Cette nuit-là, Fatima ne rentra pas chez elle. Elle resta jusqu'au retour de Bérénice, agissant normalement, nettoyant comme si de rien n'était. Elle prit congé à 6 heures, comme toujours. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, comme toujours. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle se rendit au commissariat. Elle demanda à parler à quelqu'un au sujet d'une affaire de maltraitance infantile. On la fit attendre 3 heures. Quand finalement on l'a reçue, on lui dit qu'elle avait besoin de preuves, qu'une plainte sans preuve ne servait à rien, qu'elle revienne quand elle aurait quelque chose de concret. Fatima leur montra les photos. L'expression de l'officier qui la recevait changea. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans la maison où je travaille. La femme du propriétaire drogue sa belle-fille. Elle veut la faire passer pour folle afin de voler son héritage. » L'officier lut la lettre. « C'est grave, dit-il finalement. Mais nous avons besoin de plus que des photos. Il nous faut les documents originaux. Et il faut qu'un juge autorise une enquête. Et ça prend combien de temps? Des semaines, peut-être des mois. » Fatima sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Léa n'a pas d'émoi. Cette femme la drogue maintenant. Chaque jour qui passe est un jour de poison de plus dans son corps. L'officier la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Madame, je comprends votre urgence, mais le système a ses délais. Le mieux que je puisse faire est d'accélérer la procédure. Mais je ne peux rien vous promettre. » Fatima sortit du commissariat, le cœur brisé. Le système. Toujours le système.
lent, bureaucratique, indifférent. Pendant qu'ils remplissaient des formulaires, Léa continuait d'être droguée. Pendant qu'ils attendaient des autorisations, Léa continuait d'avoir des cauchemars. Pendant qu'ils suivaient leur protocole, une petite fille de 6 ans était en train d'être détruite. Non, Fatima n'allait pas attendre. Si le système ne protégeait pas Léa, elle le ferait. Le lendemain, Fatima arriva au manoir avec une mission. Elle devait trouver le moyen de parler à Antoine. Directement. Sans Bérénice, sans Chloé, seulement elle et le père de Léa. Mais c'était pratiquement impossible. Antoine partait tôt, rentrait tard, et quand il était à la maison, Bérénice était toujours à ses côtés. C'était comme si elle le surveillait, comme si elle savait que la moindre faille dans son contrôle pouvait être fatale. Fatima observa, pensa, planifia. Et alors, l'opportunité se présenta de la manière la plus inattendue. C'était un mercredi après-midi. Fatima nettoyait le salon quand elle entendit une dispute à l'étage. Les voix étaient celles de Bérénice et d'Antoine. « Je ne comprends pas pourquoi tu dois voyager justement maintenant », disait Bérénice d'une voix irritée. « C'est une urgence », répondait Antoine. « Le projet de Lyon est sur le point de s'effondrer. Si je n'y vais pas personnellement, nous perdons des millions. Mais c'est notre anniversaire de 6 mois. Nous le fêterons quand je reviendrai. Ce ne sont que 3 jours. 3 jours ?» Fatima sentit son cœur faire un bond. 3 jours avec Antoine absent signifiait que Bérénice baisserait sa garde. Signifiait que Fatima pourrait observer avec plus de liberté. Et peut-être, seulement peut-être, cela signifiait une opportunité de contacter Antoine quand il serait seul, loin de l'influence de sa femme. Antoine partit ce soir-là. Bérénice le salua d'un baiser sur la porte, jouant le rôle de l'épouse parfaite. Mais au moment où la voiture disparut au bout de l'allée, son sourire s'effaça. Elle se tourna vers Chloé. Enfin, 3 jours sans avoir à jouer la comédie. Chloé sourit. « Qu'est-ce que vous voulez faire, madame ? » « Je veux aller au spa et faire du shopping et dîner avec mes amis. 3 jours de liberté. Et la petite ? Qu'elle reste dans sa chambre. Donne-lui une dose supplémentaire de médicaments pour qu'elle dorme plus. Je ne veux pas l'entendre pleurer. » Fatima, qui nettoyait un vase dans un coin, fit semblant de ne pas entendre. Mais chaque mot resta gravé dans sa mémoire. Dose supplémentaire de médicaments pour qu'elle dorme plus. Bérénice augmentait la dose de sédatifs. Fatima paniqua. Elle devait agir. Elle devait agir maintenant, cette nuit-là, quand tout le monde était endormi. Fatima fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle resta au manoir. Elle attendit jusqu'à 11 heures du soir. Bérénice était sortie dîner avec des amis. Chloé était allée dans sa chambre dans l'aile de service. Léa dormait dans sa chambre, probablement sédatée. Fatima monta les escaliers en silence. Elle alla dans la chambre de Léa, ouvrit la porte avec précaution. La petite était allongée dans son lit, immobile. Elle respirait, mais sa respiration était trop lente, trop profonde. Ce n'était pas le sommeil normal d'une enfant. C'était le sommeil induit par des drogues. Fatima s'approcha, toucha le front de Léa. Il était froid. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'ils te font, ma petite ?» Elle regarda autour d'elle, sur la table de chevet. Il y avait un verre d'eau. Elle le sentit. Il y avait quelque chose dedans. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Elle prit le verre, le rangea dans son sac. C'était une preuve. Après, avec toute la douleur de son cœur, elle sortit de la chambre. Elle ne pouvait rien faire cette nuit-là. Elle ne pouvait pas réveiller Léa. Elle ne pouvait l'emmener nulle part. Si elle le faisait, Bérénice appellerait la police et Fatima serait arrêtée pour enlèvement. Elle perdrait toute crédibilité. Et Léa serait encore plus démunie. Elle devait être intelligente. Elle devait attendre le bon moment. Mais chaque moment qu'elle attendait, Léa continuait d'être empoisonnée. Fatima ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta dans un coin sombre du jardin, surveillant le manoir, priant pour que la petite survive jusqu'à ce qu'elle puisse la sauver. Le lendemain, Fatima obtint le numéro de téléphone du bureau d'Antoine. Elle l'appela à 9 heures du matin.
depuis une cabine téléphonique. « Construction Rodriguez. Bonjour, répondit une secrétaire. J'ai besoin de parler à monsieur Antoine Rodriguez. C'est urgent. Monsieur Rodriguez est en réunion. Puis-je prendre un message? Dites-lui d'appeler Fatima, la femme de ménage de sa maison. Dites-lui que c'est au sujet de sa fille. Dites-lui que c'est une question de vie ou de mort. » Il y eut un silence. « Madame, ce genre de message, s'il vous plaît, dites-lui juste ça. S'il ne me rappelle pas, il le regrettera le restant de ses jours. » Quelque chose dans la voix de Fatima dut convaincre la secrétaire, parce que 10 minutes plus tard, son vieux téléphone sonna. « Fatima? C'est Antoine? Qu'est-ce qui se passe avec Léa? »« Monsieur Antoine, j'ai besoin de vous voir. En personne, sans Bérénice. C'est très important. » Silence. « De quoi s'agit-il? Je ne peux pas vous le dire par téléphone, mais ça concerne la santé de votre fille, sa vie. » Un autre silence, plus long cette fois. « Je suis à Lyon. Je ne peux pas revenir avant vendredi. Monsieur Antoine, avec tout le respect que je vous dois, si vous attendez jusqu'à vendredi, il sera peut-être trop tard. » La voix d'Antoine changea. Il y avait quelque chose dedans. De la peur? Du doute? Fatima ne pouvait pas en être sûre. « Dites-moi ce qui se passe. Votre femme drogue Léa. Elle met des sédatifs dans sa nourriture. Elle a des preuves gardées dans une boîte, dans son placard. Il y a une lettre où elle parle de son plan. Elle veut faire passer Léa pour folle, pour l'enfermer dans un hôpital psychiatrique et garder l'héritage de Camille. C'est ridicule. Bérénice aime Léa, monsieur Antoine, avec tout le respect que je vous dois. Vous ne voyez pas ce qui se passe chez vous, parce que vous n'êtes jamais là. Bérénice est une personne différente quand vous ne regardez pas. Elle maltraite Léa. Elle la menace. Elle lui dit que vous allez l'abandonner si elle pleure. Elle lui a dit que la mort de sa maman était de sa faute. Un autre silence. Celui-ci dure presque 1 minute. Comment je sais que vous n'inventez pas ça? Parce que j'ai des preuves. Des photos, des documents, des dessins que Léa a faits, où elle montre les abus. Un cahier où elle a écrit tout ce que Bérénice lui dit, et un verre avec des résidus de sédatifs, que j'ai pris dans sa chambre hier soir. Antoine respire profondément. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? J'y suis allé. Ils m'ont dit que la procédure prend des semaines, peut-être des mois. Léa n'a pas ce temps. Chaque jour qui passe, votre femme lui donne plus de drogue. Et si ça continue comme ça? Elle va. » Fatima n'arrive pas à terminer sa phrase. Mais Antoine comprend. « Je vais prendre le premier vol de retour. Monsieur Antoine, si vous revenez plus tôt que prévu, Bérénice va se méfier. Elle va cacher les preuves. Vous devez agir comme si de rien n'était. Alors que suggérez-vous? Revenez vendredi, comme prévu. Mais allez directement à votre maison, pas au bureau. N'en parlez pas à Bérénice. Et quand vous arriverez, allez dans son placard et cherchez une boîte en métal. Sur l'étagère la plus haute, tout est là. Et si je ne trouve rien, vous allez trouver. Mais si vous avez besoin de plus de preuves, regardez simplement votre fille. Regardez ses yeux. Regardez comment elle tremble quand Bérénice entre dans la pièce. Regardez comme elle dort 12-13 heures d'affilée, sans se réveiller. Aucune petite fille de 6 ans ne dort comme ça naturellement. Silence. Finalement, Antoine parle. « Je vais faire ce que vous dites. Mais si c'est une sorte de piège, ce n'est pas un piège. Je veux juste que Léa soit en sécurité. C'est tout ce que je veux. » Fatima raccroche. Ses mains tremblent. Elle a fait le premier pas. Maintenant, tout dépend d'Antoine. Et que Bérénice ne soupçonne rien jusqu'à vendredi. Les 2 jours suivants sont les plus longs de la vie de Fatima. Elle travaille comme toujours. Elle nettoie comme toujours. Elle salue Bérénice avec la même déférence que toujours. Elle ne laisse voir, pas même un instant, que quelque chose a changé, mais à l'intérieur. Elle meurt de peur. Bérénice semble être d'excellente humeur. Elle passe son temps en dehors de la maison, profitant de l'absence d'Antoine. Elle achète de nouveaux vêtements. Elle fait des soins de beauté. Elle dîne dans des restaurants chers, et pendant ce temps, Léa continue de dormir. Fatima monte la voir chaque fois qu'elle le peut.
La petite fille passe la majeure partie de la journée au lit, les yeux fermés, respirant cette respiration lente et non naturelle que Fatima a appris à reconnaître chaque fois qu'elle la voit comme ça. Fatima sent que quelque chose se brise à l'intérieur d'elle. « Tiens bon, ma petite », lui murmure-t-elle en lui caressant les cheveux. « Seulement 2 jours de plus, seulement 2 jours, et tout sera terminé. » Léa ne répond pas. Elle est trop droguée pour entendre. Le jeudi soir, quelque chose change. Fatima nettoie le rez-de-chaussée. Quand elle entend des cris venant d'en haut, ils viennent de Bérénice. Elle monte les escaliers en courant, le cœur dans la gorge. Bérénice est dans sa chambre, devant le placard ouvert. Elle a la boîte en métal dans les mains. La boîte est ouverte. Et Bérénice la regarde avec des yeux de furie. « Toi !» siffle-t-elle quand elle voit Fatima à la porte. « C'est toi. » Fatima sent le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. » Menteuse. Quelqu'un a ouvert ma boîte. Quelqu'un a touché mes affaires. Et la seule personne qui a accès à cette chambre, c'est toi. Chloé apparaît derrière Fatima. « Que se passe-t-il, madame ? Fouille les affaires de celle-là. Maintenant. » Fatima sent la panique l'envahir. Les photos, le verre avec les sédatifs, le cahier de Léa. Tout est dans son sac. Si Chloé trouve ces choses, tout est perdu. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Léa apparaît à la porte de sa chambre. Elle est pâle, tremblante, mais réveillée. « C'est moi », dit-elle d'une voix faible mais claire. Bérénice se retourne. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai ouvert la boîte. Je voulais voir ce que tu avais à l'intérieur. Bérénice marche vers Léa à grands pas, menaçant. « Tu as ouvert ma boîte ? Tu as touché mes affaires ?» Léa hoche la tête. Elle tremble. « Mais ne recule pas. J'ai vu les papiers. J'ai vu la lettre. J'ai lu ce qu'il y avait écrit. » Bérénice s'arrête net. Son visage devient blanc. « Qu'est-ce que tu as lu exactement ?» Léa la regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, Fatima voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la force, de la détermination. L'esprit d'une petite fille qui a décidé d'arrêter d'avoir peur. « J'ai lu que tu veux me faire passer pour folle, que tu me donnes des médicaments pour que je dorme, que tu veux me prendre l'héritage de ma maman. » Bérénice fait un pas en arrière. « Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Je comprends tout. Et mon papa va comprendre aussi quand je lui raconterai. » Bérénice change. En 1 seconde, elle passe d'effrayée à furieuse. « Ton papa ne te croira pas. Personne ne te croira. Tu n'es qu'une petite fille menteuse et pleurnicharde. Et quand je lui dirai ce que tu viens de faire, il t'enverra dans un internat. Un endroit où l'on enferme les mauvaises filles. » Léa tremble, mais ne recule pas. Tata Fatima va me croire. Elle sait la vérité. Bérénice regarde Fatima avec une haine pure. La femme de ménage. Bien sûr. C'est elle qui t'a mis ces idées dans la tête. Elle marche vers Fatima. « Tu es renvoyée. Sors de ma maison. Maintenant. » Fatima ne bouge pas. « Je ne vais pas partir sans Léa. » Bérénice rit. Un rire froid. Cruel. Tu n'as aucun droit sur cette petite fille. C'est la fille de mon mari. Et je suis la maîtresse de cette maison. Si tu ne sors pas dans les 30 prochaines secondes, j'appelle la police et je t'accuse de tentative d'enlèvement. Fatima regarde Léa. La petite fille la regarde avec des yeux remplis de peur. Et alors, on entend un bruit. La porte d'entrée s'ouvre. Des pas dans l'escalier. Et une voix qui fait que Bérénice se fige. Personne ne va appeler personne. C'est Antoine. Il est debout à la porte de la chambre, le visage pâle, les yeux rouges. Et dans ses mains, il tient un dossier. « Antoine, » dit Bérénice d'une voix tremblante, « je croyais que tu revenais demain. J'ai changé mes plans. J'ai pris le premier vol après avoir reçu un appel très intéressant. » Il regarde Fatima, puis il regarde Léa, et finalement, il regarde Bérénice. « Tu sais qui m'a appelé ?» Bérénice secoue la tête. « Ton ami, Marc. Celui de la lettre. Il se trouve qu'il a décidé qu'il ne voulait plus être ton complice. » Bérénice devient encore plus pâle. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Antoine ouvre le dossier. Marc a enregistré tous tes appels. Il a gardé tous tes messages. Et, lorsqu'elle a su que j'étais l'un des hommes les plus riches de la ville, elle a décidé qu'elle serait mieux payée à me vendre les informations, plutôt que de suivre ton plan. Il sortit des papiers. J'ai ici des transcriptions de tes appels, où tu parles de droguer ma fille, où tu parles de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, où tu parles de t'emparer de l'héritage de Camille. Bérénice se mit à trembler. Antoine, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Antoine se dirigea vers Léa. Il s'agenouilla devant elle, lui prit les mains. Ma fille, pardonne-moi. Je n'ai pas vu ce qui se passait. J'étais tellement aveugle. Léa ne dit rien. Elle se jeta dans ses bras et se mit à pleurer. Mais, cette fois, ce n'étaient pas les pleurs silencieux habituels. C'était un torrent, un cri libérateur, des larmes de soulagement. « Papa » murmura-t-elle entre deux sanglots. « J'avais tellement peur. Je sais, ma chérie, je sais. Mais c'est fini. Plus personne ne te fera de mal. » Bérénice fit un pas vers eux. « Antoine, s'il te plaît, je t'aime. Tout cela n'est qu'un malentendu. » Antoine se releva. Il regarda Bérénice avec un mépris que Fatima n'avait jamais vu chez un être humain. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu ne sais que mentir et manipuler et détruire. Et tu as failli détruire ma fille. » Il sortit son téléphone. « La police sera là dans 10 minutes. Tu as ce temps pour ramasser tes affaires et quitter ma maison. Si tu es encore là à leur arrivée, ils t'arrêteront. » Bérénice le regarda avec haine. « Tu ne t'en tireras pas comme ça. J'ai des avocats, j'ai des contacts, je vais te détruire. » Antoine sourit froidement. « Essaie, j'ai plus d'argent, de meilleurs avocats, et surtout, j'ai la vérité. Nous verrons bien qui gagnera. » Bérénice se tourna vers Chloé. « Allons-nous-en. » Les deux femmes descendirent les escaliers en courant. Fatima entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Elles étaient parties. Antoine regarda Fatima. « Merci, » dit-il d'une voix brisée. « Si vous n'aviez pas été là. » « Il n'y a pas de quoi. Monsieur Antoine, j'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Non, n'importe qui n'aurait pas risqué son travail, sa sécurité, tout, pour une enfant qu'elle ne connaissait même pas. Vous êtes spéciale, Fatima. Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour ma fille. » Léa quitta son père et courut vers Fatima. « Tante Fatima » cria-t-elle, et elle la serra de toutes ses forces. Fatima la serra en retour. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le monde avait un sens. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire. La police, les avocats, les examens médicaux pour Léa, un long processus de guérison. Mais le pire était passé. Léa était en sécurité, et c'était tout ce qui importait. Les semaines qui suivirent furent intenses. La police arriva cette nuit-là et recueillit les témoignages de tout le monde. Fatima montra les photos, le cahier de Léa, les dessins. Antoine remit le dossier avec les transcriptions de Marcos. Le verre contenant des résidus de sédatifs fut envoyé à un laboratoire pour analyse. Les résultats confirmèrent tout. Léa avait été droguée avec des sédatifs à des doses qui auraient pu causer des dommages permanents à son cerveau si cela avait continué. Le médecin qui l'examina dit qu'ils étaient arrivés juste à temps. Quelques semaines de plus et les conséquences auraient été irréversibles. Bérénice fut arrêtée 3 jours plus tard, à l'aéroport, alors qu'elle tentait de fuir le pays. Chloé fut arrêtée en tant que complice. Marcos, l'amant de Bérénice et allié présumé dans son plan, avait décidé de la trahir quand il avait vu qu'Antoine pouvait le payer plus qu'elle. Le procès dura 6 mois. Fatima dut témoigner. Ce fut la partie la plus difficile. S'asseoir face à Bérénice, la regarder dans les yeux et raconter tout ce qu'elle avait vu. Mais elle le fit, pour Léa, pour toutes les petites filles qui souffrent en silence. Léa dut également témoigner. Ce fut dans une salle spéciale, adaptée aux mineurs, avec une psychologue à ses côtés. Fatima l'attendait dehors. Et quand Léa sortit, elle courut dans ses bras. « Je l'ai fait.
Tante Fatima, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai tout raconté. Je suis tellement fière de toi, ma petite. Tu es la petite fille la plus courageuse que je connaisse. Le verdict fut coupable sur tous les chefs d'accusation. Bérénice fut condamnée à 15 ans de prison pour tentative d'homicide, administration de substances nocives à un mineur, maltraitance infantile et escroquerie. Chloé reçut 5 ans en tant que complice, lorsque le juge lut la sentence. Fatima sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Justice avait été rendue, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Antoine était détruit. La culpabilité le consumait. Il avait été tellement aveugle, tellement absent, que sa propre fille avait subi des mois de sévices sous son toit sans qu'il ne s'en aperçoive. Il chercha de l'aide. Commença une thérapie. Mais surtout, commença à être présent. Il cessa de travailler 15 heures par jour, délégua des responsabilités dans l'entreprise, réduisit ses voyages au minimum indispensable, parce qu'il avait enfin compris qu'aucun business, aucune somme d'argent, ne valait plus que sa fille. Léa commença également une thérapie. Les premiers mois furent difficiles. Elle avait des cauchemars, ne pouvait pas dormir seule, tremblait chaque fois qu'elle entendait des talons sur le sol. Le traumatisme que Bérénice avait causé ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, jour après jour, Léa commença à guérir. Et Fatima était là pour chaque étape du chemin. Antoine lui avait demandé de rester au manoir, non pas comme femme de ménage, mais comme gardienne officielle de Léa. Il avait triplé son salaire, lui avait donné une chambre dans la maison, lui avait offert tout ce qu'il pouvait offrir. Mais pour Fatima, rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait était d'être là pour Léa. Les mois passèrent. Léa commença à sourire de nouveau. D'abord, ce furent de petits sourires, timides, comme si elle avait peur que quelqu'un la punisse d'être heureuse. Mais petit à petit, ils devinrent plus grands, plus fréquents, plus naturels. Un jour, Fatima l'entendit chanter. Elle était dans sa chambre, jouant avec ses poupées, et chantait une chanson que sa mère lui avait apprise. Sa voix était douce, claire, pleine de vie. Fatima resta sur le seuil de la porte, écoutant, les larmes coulant sur ses joues. C'était la première fois que Léa chantait depuis la mort de sa mère. La guérison ne fut pas linéaire. Il y avait des jours bons et des jours mauvais. Il y avait des reculs et des avancées. Il y avait des nuits de cauchemar et des matins d'espoir. Mais chaque jour, Léa allait un peu mieux. Et Fatima était là pour chaque moment. Elle l'emmenait au parc, l'aidait à faire ses devoirs, lui préparait son plat préféré, lui lisait des histoires avant de dormir, lui fredonnait des berceuses quand elle avait peur. Tout ce que Bérénice lui avait enlevé, Fatima le lui rendit. L'amour, la sécurité, la confiance, la joie d'être une enfant, 1 an après le procès. Léa fêta ses 7 ans. Antoine organisa une fête, invita ses camarades d'école, engagea des clowns et des jeux, acheta un énorme gâteau à 3 étages. Mais le cadeau le plus important ne venait pas dans une boîte. « Léa, » dit Antoine face à tous les invités, « j'ai quelque chose de très important à te dire, quelque chose de spécial. » Léa le regarda avec curiosité, un mélange d'appréhension et d'espoir dans les yeux. « Il y a quelques mois, j'ai entamé une procédure légale, et aujourd'hui, enfin, j'ai reçu la réponse. » Il sortit un papier de sa poche, le dépliant avec soin. « Ce document dit qu'à partir d'aujourd'hui, Fatima fait officiellement partie de notre famille. Je l'ai adoptée comme ma mère. Légalement, c'est maintenant ta grand-mère. » Un silence pesa, un silence chargé d'émotion. Léa resta muette pendant un instant, les yeux grands ouverts. Puis, elle regarda Fatima, les yeux pleins de larmes. « C'est vrai. Tata Fatima, tu es maintenant ma vraie grand-mère. » Sa voix était à peine audible, un murmure tremblant. Fatima acquiesça, incapable de parler, submergée par l'émotion. Un sanglot silencieux secoua ses épaules. Léa courut vers elle et la serra de toutes ses forces, toute la force de son petit corps. « Je t'aime, mamie Fatima. Je t'aime beaucoup, beaucoup. » Sa voix était étouffée par les larmes,
mais remplie d'une joie immense. Moi aussi. Ma chérie, moi aussi, répondit Fatima, les larmes coulant librement sur son visage. Les invités applaudirent. Certains pleuraient, d'autres souriaient, émus par cette scène touchante. Antoine souriait pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère, profond. Fatima regarda autour d'elle. Le manoir, qui avait été autrefois un lieu de douleur et de tristesse, était maintenant rempli de rires, de musique, d'enfants qui jouaient. Le fantôme de Bérénice avait été exorcisé. La noirceur avait cédé la place à la lumière. Et au centre de tout, il y avait Léa, la petite fille, qui avait été maltraitée, droguée, presque détruite. Une victime innocente, la petite fille, qui maintenant souriait, chantait, jouait comme n'importe quel enfant de 7 ans devrait le faire. Une enfant libre, la petite fille, qui avait récupéré son enfance, une enfance volée, mais enfin retrouvée. Fatima pensa à sa fille, Luciana, à comment elle n'avait pas pu la sauver, à comment elle était arrivée trop tard, hantée par le remords. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait agi, elle avait risqué tout. Elle avait lutté contre un système qui l'ignorait, contre une femme puissante qui, méprisait, contre un monde qui traitait les femmes de ménage comme des êtres invisibles. Une lutte acharnée. Et elle avait gagné. Pas pour elle, non, mais pour Léa. Pour toutes les Léas du monde qui souffrent en silence, des enfants invisibles. Pour toutes les petites filles qui ont besoin que quelqu'un les voie, les entende, les sauve. Cette nuit-là, après que les invités furent partis et que Léa se fut endormie, Fatima sortit dans le jardin. Elle regarda les étoiles, brillantes dans le ciel nocturne, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit la paix, une paix profonde et véritable. « Luciana, murmura-t-elle vers le ciel, je n'ai pas pu te sauver, mais j'ai sauvé Léa. J'espère que ça compte, que ça suffit. » Une étoile filante traversa le ciel, laissant, derrière, qu'elle une traînée lumineuse. Fatima sourit, un sourire doux, rempli d'espoir. C'était la réponse qu'elle attendait, la confirmation qu'elle avait fait le bon choix. 5 ans plus tard, Léa avait 11 ans. C'était une enfant heureuse, intelligente, pleine de vie. Elle avait de bonnes notes à l'école, elle avait des amis. Elle jouait au football dans l'équipe de l'école. Elle rêvait de devenir vétérinaire quand elle serait grande, un rêve plein de compassion. Le trauma n'avait pas complètement disparu. Elle avait toujours une thérapie une fois par mois. Elle avait toujours des jours difficiles. Elle se souvenait toujours. Les cicatrices restaient, mais elle avait appris à vivre avec, à les accepter, à les dépasser. Et plus importante encore, elle avait appris que le passé ne définissait pas son avenir, qu'elle pouvait construire un avenir meilleur. Fatima avait 69 ans. Ses cheveux étaient complètement blancs maintenant, et ses genoux protestaient quand elle montait les escaliers. Mais elle était toujours là, dans le manoir, à prendre soin de sa petite fille, parce que c'était ça. Léa maintenant, sa petite fille, pas de sang, mais de cœur, un lien indéfectible. Antoine avait retrouvé l'amour, une femme appelée, étrangement, Camille, qui travaillait dans une organisation de protection de l'enfance. Ils s'étaient rencontrés pendant le procès de Bérénice et avaient commencé à sortir 2 ans plus tard. Une nouvelle chance. Cette fois, Antoine avait pris son temps. Il avait présenté Camille à Léa lentement. Il avait laissé la relation se développer naturellement. Elle avait appris de ses erreurs, une leçon précieuse, et Léa l'avait acceptée, pas comme une mère. C'était impossible. Camille serait toujours sa maman, son souvenir éternel, mais comme une amie, comme quelqu'un qui l'aimait, comme quelqu'un qui se souciait d'elle, comme une nouvelle partie de sa famille. Un jour, Léa rentra de l'école avec un devoir. « Mamie Fatima », dit-elle en s'asseyant à côté d'elle dans le jardin, « la maîtresse nous a demandé d'écrire sur la personne que l'on admire le plus. Et qui vas-tu choisir ?» demanda Fatima, sa curieuse. Léa la regarda avec ses yeux marrons que Fatima connaissait si bien, des yeux remplis d'affection. « Toi, évidemment !» Fatima rit.
un rire doux et chaleureux. « Moi? Pourquoi moi? Je ne suis qu'une vieille femme de ménage. » Léa secoua la tête. « Tu n'es pas que ça. Tu es la personne qui m'a sauvée. Quand tout le monde regardait ailleurs, tu m'as vu. Quand personne ne me croyait, tu m'as cru. Quand j'étais seule, tu m'as donné une famille. » Léa lui prit les mains, serrant ses doigts ridés. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivée dans ma vie, mamie, mais je sais que je ne serais pas là. Je ne serais pas la personne que je suis. Je n'aurais pas la vie que j'ai. » Ses yeux se remplirent de larmes, des larmes de gratitude. « Et pour ça, tu es la personne que j'admire le plus au monde. » Fatima serra sa petite fille dans ses bras, un câlin rempli d'amour et de reconnaissance. Et tandis qu'elle la serrait, elle pensa au long chemin qu'elle avait parcouru ensemble. Elle pensa à la petite fille qui pleurait en silence, serrant un ours en peluche dans une chambre sombre. Une image poignante. Elle pensa à la femme qui maintenant rêvait de devenir vétérinaire et jouait au football et avait des amis et riait de tout son corps. Une transformation incroyable. Elle pensa à tout ce qu'elle avait risqué pour arriver jusqu'ici. Un sacrifice immense. Et elle sut qu'elle le referait 1000 fois, 1 million de fois. Parce que c'est ce que nous faisons pour les personnes que nous aimons. Nous les protégeons, nous les sauvons, nous les aidons à s'épanouir. Et c'était exactement ce que Léa avait fait. Elle s'était épanouie. Léa alla écrire son essai. Fatima resta dans le jardin, à regarder le coucher du soleil. Le soleil se couchait, derrière les arbres, peignant le ciel d'orange et de rouge et de pourpre. C'était magnifique, aussi beau que la vie qu'elles avaient maintenant. Fatima ferma les yeux et sourit, parce qu'elle savait, avec une certitude absolue, que tout avait valu la peine, chaque risque, chaque peur, chaque larme. Tout avait valu la peine, parce que Léa était en sécurité. Léa était heureuse, et ça, à la fin, c'était tout ce qui importait. Vraiment,